Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Saint-Médard-en-Val. Hélène Yvonne Ménaud, vous êtes sociologue et juge des prud'hommes. Vous intervenez ce soir à Saint-Médard-en-Val sur le thème « Le combat des femmes dans l'histoire » en partenariat avec l'association Les Amis du Monde Diplomatique. À cette occasion, vous avez accepté de répondre à quelques questions pour notre podcast Chandail et Chignon. Vous êtes donc sociologue, juge, mais aussi ingénieur, chercheur et auteur. Avec quelle casquette intervenez-vous ce soir sur le thème « Le combat des femmes dans l'histoire » ? Une très bonne question. Je pense qu'il y a à minima une double casquette. Je suis depuis fort longtemps, étant donné mon origine familiale très méditerranéenne et mes études d'ingénieur, plongée dans des milieux très favorables aux hommes, et ça a développé chez moi une sorte de deuxième peau très tournée résolument vers la défense des femmes. Quand je suis rentrée dans mes études d'ingénieur, on était 15 filles pour 1800 hommes, donc il fallait avoir la couenne solide. Donc depuis cette époque-là, je me suis quand même toujours beaucoup intéressée à la question de la défense des femmes, en particulier dans le travail. Parce que je pense que le travail est premier. Si on travaille et qu'on gagne sa vie, on devient indépendante. Il y a des combats très différents à mener sur la question des femmes, mais pour moi, celui-là est le principal. La deuxième, c'est que tout au long de ma vie, qui a été longue, j'ai dirigé le journal L'Institut où j'étais, Polytechnique. J'ai toujours écrit. Et donc maintenant que le Conseil des prud'hommes m'a quittée, puisqu'il y a eu une loi qui fixe un terme à ce bénévolat, donc je pense devenir journaliste vraisemblablement plus à plein temps qu'avant, puisque j'écris dans le monde diplomatique depuis de nombreuses années, et en particulier dans la chronique des livres dont il sera état ce soir, depuis 4 ans. Donc c'est à ce double titre, je dirais, de féministe et de journaliste, puisque ce qui a plu donc aux Amis du Monde Diplomatique du Bordelais, c'est un article, enfin une recension, c'est ce qui s'appelle un feuilleton dans le monde diplomatique, où il y a 5 livres qui sont décrits, et qui sont décrits ensemble, parce qu'il y a un fil rouge qui les réunit, et dans ce cas-là, c'est un fil rouge qui est la défense des femmes, et voilà. Pouvez-vous nous présenter votre parcours et cursus, succinctement bien sûr, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire, mais... Alors, donc j'ai été d'abord très intéressée par l'urbanisme. Il y avait plusieurs chemins pour y aller, dont l'un était de devenir ingénieur ou architecte. Architecte, j'ai pas été prise, donc je me suis retrouvée à Polytechnique. Et quand j'ai eu fini mes études, après avoir choisi le génie civil, j'ai donc décidé, c'était une histoire de génération, on était en 73, de partir dans le tiers-monde et donc de me mettre à la disposition des gens qui avaient besoin d'ingénieurs. J'ai longuement hésité entre le Chili et l'Algérie. 73, si ça vous dit quelque chose, j'ai eu la bonne idée d'atterrir en Algérie, où j'ai donc eu deux travails différents. D'abord dans l'aviation civile, au niveau de la construction de pistes, d'aménagement d'aéroports, et puis dans les infrastructures urbaines d'Alger. Et après, j'ai voulu reprendre le fil de l'urbanisme. Donc, je suis arrivée à Paris, à Sciences Po, dans ce qui s'appelait un 2SS d'urbanisme à l'époque, où j'ai découvert la sociologie urbaine, qui m'a passionnée. C'est un chemin comme ça. Et puis, j'ai décidé de faire une thèse. J'avais été très intéressée par l'expérience algérienne de développement, et je voulais la comparer avec l'expérience ouzbèque de développement, donc en Ouzbékistan, les uns ayant misé sur l'industrie, les autres sur l'agriculture. Et donc, l'industrie, l'Algérie, et l'agriculture, c'est-à-dire que en Algérie, il y avait cette idée de l'industrie industrialisante. Plus on fait d'industrie, plus on va se développer. En Ouzbékistan, on est essentiellement des agriculteurs. On va construire l'industrie sur l'agriculture. Un choix radicalement opposé, mais de 2 pays de taille à peu près comparable, de climat comparable, de culture et de religion comparable. Donc je suis partie en Ouzbékistan, j'ai après soutenu une thèse là-dessus, et puis comme les résultats de ma thèse étaient en contradiction avec ma professeure Hélène Carrère-Dancos, qui disait que l'URSS éclaterait par l'Asie centrale, moi je disais le contraire, c'est moi qui ai eu raison, mais c'est elle qui a été académicienne. Et donc, je me suis cherché du travail. Il s'est avéré qu'à EDF, on cherchait quelqu'un
qui avait cette double formation de sciences sociales et de génie. Et donc, j'étais embauchée là pour créer une équipe de sciences sociales qui vit toujours. On dirait qu'une des choses importantes pour moi, c'est un peu ce qui se passera ce soir, c'est faire connaître ce qu'on fait, mais ça au niveau de l'intérieur de l'entreprise. Donc tout ce temps-là, j'ai quand même écrit des livres, des articles, et j'étais chercheur associé au CNRS. Et puis EDF a été privatisé en 2004. C'est devenu très difficile pour les gens sérieux. Et donc il fallait écrire pour conforter ce que voulait la direction, ce qui était insupportable pour moi. Et donc comme j'étais depuis toujours syndicaliste à la CGT, enfin, 1 an après avoir été embauchée, parce que sinon on risquait de ne pas être embauchée, mais la CGT m'a proposé de devenir juge des prud'hommes. Et là, à l'époque, c'était une fonction élective. J'ai donc fait campagne dans les Hauts-de-Seine pour être élue. Et c'était une élection intéressante parce que les étrangers votaient, les chômeurs votaient. Et c'était la meilleure élection pour la CGT. J'ai écrit un article qui est dans mon blog de Mediapart, si ça intéresse quelqu'un de le lire sur cette aventure dans les prud'hommes où j'ai passé 17 ans. Et on va en reparler. Et où j'ai rendu la justice au nom du peuple français de manière bénévole, puisqu'on n'est pas payé. Et donc, eh bien, maintenant, les prud'hommes me quittent, comme j'ai dit, et je vais écrire plus, je pense. Mais il y a peut-être aussi d'autres idées, peut-être aller aux défenseurs des droits. Je me vois pas tailler mes rosiers, d'abord, j'en ai pas. Et puis, voilà. D'accord, vous voyez, c'est très riche, effectivement. Et justement, dans une vidéo de 2019 que j'ai vue, vous expliquez comment le travail des conseils des prud'hommes est méthodiquement empêché et démantelé par les pouvoirs politiques depuis des années. Où en sommes-nous en 2025 sur ce sujet ? Eh bien, on peut dire que ça s'est accentué, qu'il y a vraiment une volonté de démembrer ces conseils. Par exemple, l'administration est passée au tribunal judiciaire, donc on a perdu la main sur notre budget. Quand il arrive du nouveau personnel, le tribunal judiciaire dit « moi j'en ai besoin », donc on n'a pas assez de greffières, pas assez de locaux. Parfois les greffières, on leur compte les enveloppes. Nous, on est normalement maltraités. Donc avant, on avait une indemnité de 6 € de l'heure. Dupond-Moretti l'a un petit peu augmenté. C'est un drôle de bonhomme, mais il n'a pas fait tout mal. Mais je vois au niveau du Code du travail, c'est en régression permanente. Une des dernières idées était-ce bien du gouvernement Bayrou ? Alors, quand j'y suis arrivée au prud'homme, on avait 30 ans pour faire appel d'une injustice. Puis c'est passé à 5 ans, puis c'est passé à 1 an et 2 ans, dépendant de quoi il s'agissait. Ils ont voulu rabaisser ça entre 4 et 6 mois. Heureusement, pour le moment, c'est pas passé. Mais l'idée, c'est qu'une fois qu'on est licencié, on est sonné. On cherche désespérément à retomber sur ses pieds, à digérer ce qui vient de se passer. On n'est pas mûr pour aller au prud'homme. En particulier, il y a eu des décisions que maintenant, quand vous arrivez au prud'homme, au lieu de dire voilà, je viens me plaindre, je veux une audience, il faut arriver déjà avec le dossier prêt, avec les pièces, avec l'argumentaire, ce qui veut dire qu'il faut un avocat, ce qui veut dire que les gens qui n'ont pas d'argent pour payer un avocat ou qui ne trouvent pas un défenseur du salarié, qui est un défenseur syndical qui est là pour l'aider, eh bien, il n'y vient plus. Et donc, le drame, c'est pas seulement que les conseils des prud'hommes ont moins de possibilités de dire le droit, mais c'est que les gens ont moins de possibilités de venir. Le CERFA qu'il faut remplir, il avait 6 pages. Pour certaines personnes, c'est juste impensable. Et si ils n'ont pas un syndicaliste sous le bras pour leur remplir, moi, je fais de l'accueil juridique pour la CGT chaque semaine. Mais il n'y en a pas partout. Et puis, il y a des gens qui ont peur des syndicats, vu toutes les horreurs qu'on raconte dans les médias des millionnaires sur les syndicats. Ça m'est déjà arrivé d'aider des gens qui me disent « au moins vous êtes bien, parce que franchement, ces syndicalistes, ils sont nuls. » Et donc, il y a une grande ignorance. Et puis surtout, le fait que la sous-traitance fait qu'on a vidé les grandes entreprises des gens qui votaient, les ouvriers, les employés, ceux qui sont le plus exploités, les plus mal payés, ils sont dans la sous-traitance. Dans la sous-traitance, vous avez par exemple, que ça soit Canal+, TF1, chaque émission, c'est une entreprise. Donc, ils n'ont pas les coudes, ils n'ont pas les reins pour se déployer. Oui. Et puis, quand il y en a qui remuent trop, on ferme l'émission qu'ils faisaient. Puis voilà, la boîte fait faillite. Et il y a 1001 façons d'arriver à empêcher les gens de recevoir la justice. Je vois, par exemple, une des bonnes choses des prud'hommes, j'allais dire tant qu'ils existaient, ils existent encore. Vous prenez au tribunal judiciaire, vous arrivez pour viol.
eh bien, 90% des affaires seront classées sans suite. Il n'y a pas assez de juges, il n'y a pas assez de salles, il n'y a pas assez... Au prud'homme, on écoute toutes les affaires. On rend un jugement bon ou mauvais, mais on les écoute toutes. C'est insupportable. Pour beaucoup de gens, vous prenez au prud'homme, un ouvrier va pouvoir dire la justice contre une multinationale. Et ça aussi, c'est insupportable pour beaucoup de gens. D'ailleurs, c'est une institution qui a 2 siècles qu'on a rabotée. Il y a eu cette décision de Sarkozy des ruptures conventionnelles qui permet aux entreprises non seulement de rompre facilement un contrat, mais de reporter sur la collectivité le coût du licenciement, puisque qui paye, c'est le chômage. Au lieu que ça soit l'entreprise, vous mettez quelqu'un à la porte, vous lui devez un minimum maintenant. Donc, ils ont calculé l'année dernière, c'est 10 milliards qui ont été reportés sur la collectivité. Donc, ça a beaucoup vidé les prud'hommes de leur... Ça, plus la décision du CERFA. Donc, je pense que maintenant, on était passé de 500 000 cas à peu près par an, on doit tourner à 100 000. Donc, ils disent, vous voyez, vous ne servez à rien. C'est vraiment particulier. Et puis, l'autre chose, c'est que le MEDEF d'aujourd'hui n'est pas le MEDEF d'hier. Moi, je sais qu'avec mes collègues d'il y a 17 ans, même si on était... pas du même côté, même si dans le délibéré, délibéré, c'est la seule chose sur laquelle on s'engage. On s'engage sur le secret du délibéré et de rendre justice vite. On ne s'engage pas sur le fait de ne pas être partisan, rien comme ça. Dans le délibéré, avec les juges, les anciens juges, qui étaient vraiment comme nous, partisans du service public, on arrivait à se parler. Aujourd'hui, c'est vraiment, ils ont tellement le vent en poupe dans la société qu'à mon dernier bureau de jugement, j'ai été insultée par les conseillers du MEDEF. Et donc, j'ai porté plainte auprès du conseil, mais ça m'était jamais arrivé en 17 ans. C'est-à-dire que les nouveaux, ils ont des directives de rien lâcher. Vous avez beau avoir raison, au prud'homme, il faut des documents pour prouver ce qu'on dit. Donc, on ne peut pas arriver, il y en a qui arrivent la bouche en cœur en disant « on m'a fait du mal ». Si on n'a aucun document pour le prouver, oui, ça ne sert à rien. Et bien, des fois, on a les documents, tout est là. Ils disent « non, je réfute ». Et puis, voilà. Donc, même l'ambiance au sein des conseils de prud'homme, je trouve, a été modifiée par le fait que les gouvernements successifs depuis Nicolas Sarkozy, prennent constamment des décisions contre le droit social. Le droit social, il avait quand même été inventé pour rétablir l'équilibre entre des gens qui ont des biens, qui embauchent des gens pour les enrichir encore plus, et puis ceux qui vendent leur main-d'œuvre, quoi. Eh bien ça, maintenant, on dirait que le Code du travail, il est là pour défendre les entreprises des vilains salariés qui sont vraiment des paresseux et voilà, des insupportables. On voit monter un argumentaire qui dit « Ah oui, mais si on lui donne droit, tous ceux dans son cas, eh ben, ils vont demander droit aussi. » Je dis « Ben oui. Ah mais non, c'est pas possible, c'est terrible, les entreprises vont faire faillite. » Donc moi, je suis un peu comme ça, pessimiste, un peu, je dirais que oui, par rapport à il y a 6 ans, c'est vraiment pire. Et surtout du fait de petit à petit retirer les prérogatives au Conseil de prud'homme et puis inventer une charte, alors une espèce de charte où on est censé ne pas s'exprimer en public, mais on est tous syndicalistes, ceux qui sont au prud'homme. Donc on doit, de par notre mandat, nous exprimer en public. Donc on se retrouve pris entre l'arbre et l'écorce. Oui, j'ai une certaine amertume et une espèce de sensation que ça ne durera pas maintenant. Que se passera-t-il ? On est 14 000 les juges des prud'hommes côté employeurs et salariés. S'il faut qu'ils recrutent 14 000 personnes, allez voir. Mais ils viennent quand même de décider qu'on a le droit de travailler 12 heures par jour et que ce n'est pas sur une semaine, mais c'est glissant. Avant, il y aurait eu un patron qui aurait fait ça, on sanctionnait sur... Alors, ce qui est compliqué aussi, c'est que si on prend la fonction publique, ils font pire que dans le privé. C'est-à-dire 70% des professeurs d'université sont vacataires, 80% des gens qui encadrent les jeunes dans les maternelles, et que donc la précarité est un phénomène encore pire dans la fonction publique qu'au prud'homme. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas se défendre et pas défendre l'institution. Enfin voilà, donc... Je ne sais pas si je vous ai répondu. Absolument. Vaste question et on a quand même l'impression que la tendance s'accentue encore et encore. Tout à fait. Alors on va revenir sur la thématique du jour. Oui. Sur quel terrain se porte le plus souvent le combat des femmes dans l'histoire ?
Alors, je pense qu'il n'y a pas les femmes. Par exemple, si on prend au début du XXe siècle, là où on dit que les femmes ne travaillaient pas, les femmes étaient tisserandes, lavandières, elles nettoyaient les morts, elles étaient femmes de ménage. Il y en avait énormément qui travaillaient, mais sans statut ou en soutenant leur mari, comme les agricultrices. Donc, les combats de ces femmes-là, c'était probablement pour arriver à exister, à faire vivre leur famille. On prend les femmes de la commune, enfin, qui ont inventé des choses extraordinaires au niveau des écoles, au niveau de comment changer la société. Il y a aussi des femmes qui ont fait des grandes grèves en Afrique, en France, pour changer la vie. Moi, j'ai vu un très beau documentaire à l'occasion d'une victoire en cour de cassation de la CNT, qui racontait une grève des femmes dans les années 70, qui en fait avaient fait grève avec leur mari, parce que leur mari demandait 10% d'augmentation. Et donc, elles s'assoient dans le bureau du patron, et elles ne sortent pas. Et donc, après, elles sont accusées de l'avoir séquestrée. Et donc, il y a tout un mouvement social après pour défendre ces femmes. Et ces femmes-là, leur mari, ils trouvent ça pas tout à fait intéressant que leurs femmes sortent de la maison et se défendent. C'est assez amusant. Donc, c'est un grand cinéaste des questions sociales, René Vauthier. Et donc, les femmes, leurs luttes sont... En fait, c'est pour avoir de l'air. Moi, dans le monde diplomatique, j'ai regardé la recension la plus ancienne. C'est 1380 quelques Christiane de Pisan qui réussit à vivre de sa plume et à s'autonomiser comme ça. C'est pas d'aujourd'hui. Et il y a des femmes qui essayent par l'écriture, par les poèmes. Il y en a qui essayent de vivre seules. Il y a les sorcières qui se mettent... C'est quand même un mouvement extraordinaire, les sorcières. Et on leur a fait payer très cher. Et donc, j'aurais beaucoup de mal à dire, voilà, dans l'histoire, c'est ça qu'il y a eu, parce que c'était très pluriel. Et c'est aussi très différent par pays, j'imagine. Actuellement, en France, on met beaucoup l'accent sur les violences sexistes et sexuelles, ce qui est une bonne chose. Simplement, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de me dire, une femme, si elle veut quitter son foyer, la première chose à faire, c'est qu'elle ait un métier. Oui. Et donc, je vois dans l'Italie de la Renaissance, qui est un autre livre dont on a parlé dans le monde diplomatique, c'est les hommes commerçants qui tenaient les cahiers de la famille. Les femmes ne savaient ni lire ni écrire. Mais à un moment donné, quand il y en avait quand même un qui mourait, ou qui avait ce qui s'appelait pas un AVC à l'époque, il y en a qui se sont mis à écrire et à tenir ces cahiers. Voilà, avec l'idée d'apprendre à lire, à écrire et à exister comme personne humaine. Je dirais que c'est des luttes qui ont été multiples et puis beaucoup tragiques. Il faut voir ce qui se passe encore en Afghanistan ou aux États-Unis, où on est dans une régression colossale. Dans le diplôme, on s'est beaucoup intéressé aussi aux femmes qui écrivaient parce qu'elles laissent un témoignage, mais aussi aux femmes photographes de guerre. Il y a toutes sortes de choses. Vous prenez Lee Miller, qui a été photographe de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été d'abord mannequin. Elle s'occupait de la mode. Et puis, il s'est trouvé que, au moment des bombardements de Londres, elle était à Londres. Et elle s'est mise à photographier les bombardements. Et puis de là, elle est allée voir l'armée américaine. Elle était américaine. Non, mais moi, je vais aller photographier la guerre. Et donc, ils ont dit d'accord. Elle s'est mise en habit militaire. Elle est partie sur le front de guerre. Et elle a fait des photos extraordinaires que personne n'a fait sur les horreurs des nazis. Et qu'est-ce qui fait qu'une femme, tout d'un coup, elle respire et elle y va, quoi. Mais ce qui est clair, c'est que on n'est pas au bout de nos efforts et qu'il y a encore beaucoup de travail. Justement, est-ce que vous avez quelques exemples de femmes dont vous allez parler ce soir, peut-être ? Alors, ce soir, j'avais donc plutôt l'intention d'abord de raconter comment on fait une recension de livres. Ce qui n'est pas du tout évident, parce qu'imaginez un livre et puis une demi-page, 1200 signes. Et il faut que l'essentiel passe de l'un dans l'autre. Et c'est pas du tout évident. Et après, ce dont je voulais parler, c'était des questions de consentement. Parce que si on est toujours dans cette situation-là, c'est qu'on a bien consenti à la domination. Dans le travail, dans la famille ou pas. Et à quel niveau. Et donc, sur cette notion de consentement qui vient d'être introduite dans le viol, dans la définition du viol en France, là, j'aurais toute une description à avoir.
Mais c'est vrai que moi, si je devais dire quelles étaient les... C'est pas forcément ce soir que j'en parlerai, mais quelles ont été mes grandes inspiratrices. Oui. Donc, il y a bien sûr Rosa Luxembourg, qui est jusqu'au bout, jusqu'à son assassinat, est restée debout de manière extraordinaire. Il y a aussi Angela Davis, qui, comme moi, s'appelle Yvonne, Angela Yvonne Davis, qui a failli mourir. Et enfin, ça a été toute une aventure qui s'est passée aux États-Unis. Et donc, toute cette histoire des Panthères Noires, et elle était et aux Panthères Noires et au Parti communiste. Il se trouve que moi, j'ai travaillé avec ces groupements-là quand j'avais 16 ans, qui m'a valu, quand je suis revenue pour un colloque aux États-Unis, bien des années après, en 82, d'être arrêtée par l'immigration et de passer un moment mauvais, un très 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 mauvais moment. Mais donc, elle, dans ce pays qui n'a jamais cessé d'être une atrocité, après avoir massacré les Indiens, les Noirs, leurs esclaves, les mulâtres, etc., n'a jamais cessé d'être inégale et pourtant fascine le monde entier parce qu'ils arrivent à produire de l'imaginaire dans leurs films, alors que c'est un pays qui est en dessous de tout du point de vue de la démocratie, ce que nous indique bien Trump. Donc j'ai trouvé que Angela Davis est quelqu'un d'extraordinaire qui a réussi sa libération. Bon, il faut dire que dans le monde entier, on s'est bagarré pour ça. Et donc, par exemple, comme image extraordinaire, il y a Frida Kahlo, qui, malgré son accident terrible, a créé, rencontré, organisé sa vie culturelle, sa vie érotique, sa vie qui ne s'est jamais laissée faire. Je pense que oui, moi j'ai pu être fascinée par des femmes non seulement créatrices, mais lancées dans une aventure politique de transformation de la société. Chandail. Chignon. Chandail et Chignon. Le podcast. Le podcast. Des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Alors moi, un des derniers livres sur lesquels j'ai travaillé pour le monde diplomatique, et ça c'est vrai qu'il faut que j'en parle. Vous voyez qui est David Dufresne, c'est donc un journaliste qui pendant les Gilets jaunes a fait la chronique des massacres des Gilets jaunes par la police. Et donc, quand sa grand-mère est morte, qui était une femme de lettres, Françoise d'Aubonne, il a donc découvert qui était sa grand-mère. Et en fait, sa grand-mère, en plus d'écrire elle a écrit 200 livres, je crois. Les uns pour se nourrir, les autres par souhait d'intervenir politiquement. Eh bien, elle posait des bombes. Elle a posé une bombe dans la centrale nucléaire de Fessenheim en construction. Elle en a posé une devant l'ordinateur, je crois, je ne me trompe pas, de Framatome. Et donc, il a un livre où il raconte ça, son émerveillement devant cette grand-mère qu'il ne connaissait pas et qui, dans ses cahiers, évoque tout ça, ses cahiers secrets, en quelque sorte. Et ce qui est amusant, c'est qu'il intercale les chapitres sur sa grand-mère avec des constats de police qu'il a retrouvés, où la police dit, enfin, quand même, cette dame, elle est tout le temps dans les manifs. Elle avait créé le Front de défense des homosexuels, le phare, je crois que ça s'appelait comme ça. Mais ils vont pas plus loin. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas les portables, donc il n'y a pas tout ce réseau qui permet que dans les 10 secondes, on sait qui vous êtes, où vous êtes, etc. Et donc cette femme, elle a fini indigente parce qu'elle n'a jamais cherché à faire de l'argent. Je crois que c'est la ville de Paris qui l'a casée. Il y avait un lieu pour indigents pour qu'elle finisse sa vie là, assez âgée. Mais donc, je l'ai proposé au Monde Diplo, je ne sais pas s'ils vont le mettre, mais moi, j'ai adoré ce livre parce qu'il s'en dégage quelque chose en contradiction avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand quelqu'un est un opposant ou quelqu'un de gauche, quelle horreur! Quelqu'un qui veut des vraies solutions et non pas de continuer dans la guimauve, on est tout de suite rejeté comme pas dans la norme. La norme, c'est ou faire la guerre demain, n'importe quoi. Il y a quelque chose, j'ai ressenti un grand espoir dans ce livre, quelque chose d'une jubilation, voilà. Une jubilation de ce petit-fils que d'ailleurs sa grand-mère aimait beaucoup et avait beaucoup orienté, sans jamais lui dire quelles étaient ses activités annexes. Mais il y a une jubilation, il y a l'idée de dire, voilà, il y a des gens différents qui font différemment, et c'est bien et c'est beau. Et donc j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est mon dernier travail pour le monde diplomatique. Vous connaissez Colette Mani ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous aimez, j'imagine ? Bah oui, bien sûr. Même si on n'est pas de la même crèmerie, on pourrait dire, oui, j'aime beaucoup. Ouais.
quelle femme poursuit et mène ce combat en ce moment même et qui peut vous inspirer aussi? Alors, dans les femmes qui m'inspirent aujourd'hui, d'abord, il y a les femmes d'Iran qui se sont battues contre les mollahs avec un courage immense au péril de leur vie. Je crois qu'il y a eu 1800 exécutions en Iran depuis 1 an et dont un certain nombre de femmes. Donc celle-là, franchement, j'ai une admiration sans borne parce que c'est bien de... Ici, on est en France, souvent je dis on a une cuillère en or dans la bouche. Je peux aujourd'hui vous raconter tout ce qui me passe par la tête et j'ai pas peur de voir la police débouler chez moi demain. Pour moi, pour ces femmes-là, et qui demandent quoi? Elles demandent la liberté de vivre, de se vêtir comme elles veulent. Moi, je me souviens des jeunes filles qui ont enlevé les chapeaux des mollahs. Quel courage! Enfin, c'est... Et puis, il y a une autre femme qui m'inspire beaucoup. C'est cette femme qui s'appelle Shane Baum, qui dirige le Mexique, qui a contre elle les cartels de la drogue, qui a contre elle Trump, qui dit qu'après tout, pourquoi il n'irait pas un peu bombarder, après le Venezuela et la Colombie, un peu bombarder le Mexique, parce qu'après tout, c'est eux les maîtres du monde. Et elle tient tête, elle est debout. Et il y a une autre femme assez extraordinaire au Chili, une dame qui s'appelle Jara, et qui est comme le musicien qui avait été assassiné en 73, et qui représente l'Union de la gauche au Chili, et qui est arrivée première au présidentiel il y a 1 semaine ou 2. Voilà des femmes qui montrent qu'une femme est capable d'être en politique, d'y aller, de ne pas avoir peur. Elle habite à un quartier très populaire et son slogan, c'est « J'irai de ce quartier à la Moneda », qui est le palais du gouvernement chilien. Et donc, je pense que ces femmes-là sont des images très fortes pour les jeunes générations qui ont envie de continuer la bagarre parce que les choses sont pas... Enfin, on est loin du compte. On est vraiment très loin du compte. Regardez les femmes afghanes qui se passent chez elles. Elles n'ont plus le droit d'étudier, elles n'ont plus le droit d'aller à l'école. Je pense que le chemin est long et je pense que notre action, par exemple en Afghanistan, nous les Occidentaux, quand on a contribué à la chute du gouvernement communiste en Afghanistan, qui laissait les filles aller à l'université, qui avait bouleversé la société, et tout ça pour mettre les talibans. Je crois qu'on est très mauvais. Et ça, c'est quelque chose qui me préoccupe, c'est à quel point les, entre guillemets, occidentaux méprisent l'ONU, méprisent le droit, l'Union européenne qui méprise le droit. À quel point, des fois, j'ai l'impression d'avoir, j'ai bientôt 75 ans, j'ai l'impression d'avoir tant vécu pour tant régresser. Et je trouve ça triste. Greta Thunberg? Ah oui, c'est formidable, c'est magnifique. Elle est magnifique. Elle aussi, elle a un courage extraordinaire. J'ai vu la première fois où elle prenait la flottille pour aller à Gaza, qu'elle était donc debout et il y avait une dame qui est peut-être sa maman ou quelqu'un d'autre qui la tenait par l'épaule un peu pour la rassurer. Je la trouve extraordinaire. Je trouve que elle est jeune, elle a des difficultés dans la vie, mais elle y va et c'est merveilleux. C'est vraiment... Oui, vous avez raison. C'est quelqu'un de... Je vous ai peut-être cité des femmes un peu plus âgée, mais c'est une fille formidable, quoi. Et elle est... Combien de fois elle a été traînée en prison, malmenée, et elle continue, et ouais, c'est vraiment bien. Alors on va encore changer un petit peu de sujet, mais pas vraiment en fait. Que pensez-vous de la place grandissante de ce que l'on appelle le masculinisme en ce moment? Alors, ce que je pense, c'est qu'on vit une époque de profonde régression. Pas au niveau uniquement du masculinisme, mais de manière sociétale. C'est-à-dire qu'à force de brimer les damnés de la terre, c'est-à-dire les ouvriers, les employés, à force de baisser les salaires, de créer une misère et une injustice, l'extrême droite récolte énormément de soutien. Parce que ces gens disent, ceux qui sont au pouvoir nous ont méprisés depuis toujours et on va pas bien. Et puis on nous apprend que c'est la faute des immigrés. En France, un Français sur 3 est d'origine immigrée, donc ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Le problème, c'est la montée des idées d'extrême droite. Et les masculinistes, ils se greffent là-dessus en quelque sorte. Et on en parle. Vous prenez M. Bock-Côté, qui est un Québécois malheureusement importé en France et qui fanfaronne. C'est un des grands masculinistes et c'est pas le seul. Mais cette idéologie masculiniste, pour moi, elle s'insère dans la régression sociale qui veut que... On ne veut plus qu'il y ait d'avortement, on veut maintenant refaire des écoles séparées, on veut ralentir sur le progrès social. J'ai lu que dans un quart des pays du monde, le droit des femmes ont régressé l'année dernière. Et donc, depuis qu'il y a Parcoursup, il y a 20% de moins de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Donc, s'il y avait que cette petite bande d'abrutis
qui sont très virulents. Ça ne serait pas grave s'il n'y avait pas tous les médias rachetés par les milliardaires qui diffusent des idées de plus en plus réactionnaires, contre le progrès. Et donc, ils trouvent leur place dans cette grande régression sociale. Les incels, là, les types qui se plaignent parce qu'ils ne trouvent pas de femmes, je suis très désolée pour eux. Je pense qu'il faudrait, au lieu de... Vous savez qu'il y a eu un essai d'interdire la psychanalyse dans les hôpitaux, l'article 159 du budget de la sécurité sociale. Et donc, au Sénat, ils l'ont enlevé. Mais je pense que ces messieurs auraient besoin d'être soignés. Enfin, ils sont malades, quoi. Ils ont un problème. Simplement, le problème, c'est qu'on ne veut plus de psychanalystes. On ferme les hôpitaux psychiatriques. Et donc, là où on pourrait aider ces gens-là, parce qu'il ne s'agit pas de les incarcérer, il s'agit de les faire évoluer, de les faire grandir dans leur tête. Et tous ces moyens-là, eh bien, on est en train de les détruire. L'école publique aussi, tout ce qui est public est en train de disparaître. Je pense que ce dont on a besoin pour faire face à ces mouvements-là, c'est plus de culture, plus de soutien psychique s'il faut, plus de possibilités sociales qui soient aussi rassurées. Les jeunes, il y en a quand même plein qui sont au chômage, qui n'ont aucun avenir. Il y en a beaucoup qui ont cru qu'en devenant manager, moi je suis pour la fermeture des écoles de management, je crois que c'est des capots, que c'est l'enfer. Mais peut-être ils sont dans des voies de garage au niveau professionnel. C'est pas uniquement en affrontant le milieu de manière idéologique. Bien sûr, le masculinisme est une horreur. Mais en même temps, si la société continue à régresser, on va pas s'en sortir. Tout à l'heure, nos amis nous disaient que ici, donc à Bordeaux, il y a un monsieur qui a été malmené par des gens en voiture parce qu'ils étaient montés sur le trottoir et il avait eu le malheur de cogner sur la voiture. Et la police l'a découragé de porter plainte en disant « Si vous portez plainte, ces gens vont vous poursuivre. » Mais on est où, là ? Dans quelle société on est ? C'est vrai que Nicolas Sarkozy a supprimé 10 000 postes de policiers. Mais à force de supprimer l'État, on va tomber dans la barbarie. C'est-à-dire ce qui se passe à Marseille. Donc pour moi, les masculinistes, c'est un épiphénomène du fait que toute l'Europe est en train de régresser, de voir l'extrême droite monter, avec des causes parfaitement connues. C'est ça qui est terrible. Et avec l'idée qu'il n'y ait pas question d'augmenter les salaires et que dans le budget qui est en train d'être voté, tout ce qu'ils font, c'est aller rechercher de l'argent chez les pauvres et pour pouvoir en enlever aux riches. Et donc, c'est comme si on mettait du combustible dans la cheminée du Front National, du Rassemblement National, et de tous les gens qui sont pour la régression sociale. Alors en Suède, il y a eu quelque chose quand même d'assez joli, où il y a plein de municipalités, 200, qui sont opposées au gouvernement d'extrême droite suédois actuel, qui veut qu'on sorte les immigrés, même ceux qui sont là légalement. C'est-à-dire que, moi, ce qui des fois m'encourage, c'est qu'il y a des réactions citoyennes, de municipalités. 200 municipalités se sont opposées à cette politique en disant « Mais vous savez, en Suède, 40% des médecins sont étrangers, 35% des infirmières, 20% du personnel municipal. On fait quoi si on les met dehors ?» Et donc, c'est un long fil là que j'ai tiré, mais je pense qu'on est vraiment dans un mauvais moment quand on voit le soutien au gouvernement israélien de l'Europe et de certains pays, alors qu'ils massacrent de manière ignoble toute une population. Il y a des jours, je suis découragée, puis il y a des jours, je me dis, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux dans toute cette affaire-là, dans toute cette régression sociale globale et mondiale ? C'est difficile d'avoir une opinion globale, parce que dans les réseaux sociaux, il y a Mediapart, il y a Blast, il y a... Donc vous les utilisez, vous ? Voilà. Mais il y a aussi le pire. Moi, j'ai beaucoup de mal avec cette histoire des influenceurs parce que je pense que c'est de la publicité déguisée. Je pense que c'est un outil qui peut être intéressant, mais qui en même temps n'est pas sous contrôle. Moi, j'ai beaucoup écrit dans ma vie, donc on était obligé de mesurer ce qu'on écrivait. Si on écrivait de travers, on pouvait être attaqué en justice. Il y avait une histoire de responsabilisation. Là, quand on voit des gens sur qui il pleut, comment ils appellent ça, des shitstorms, des orages de merde, parce qu'ils ont dit quelque chose qui ne plaisait pas, en particulier à la réaction, je me dis que c'est très étrange, cet anonymat et cette possibilité d'attaquer dans l'anonymat. Je crois qu'il y a tout et son contraire sur les réseaux sociaux. Je pense que pour moi, l'essentiel, c'est de toujours garder le fil politique
dans l'analyse qu'on a et de se dire que on ne peut combattre qu'avec d'autres réseaux sociaux et qu'avec d'autres explications. Moi, je ne suis pas du tout dans les réseaux sociaux parce que, en tant que juge, je voulais pas prêter le flanc au fait qu'on puisse dire que Madame Ménaud pensait ceci ou cela, donc elle ne peut pas écouter telle affaire, etc. Donc pendant ces 17 ans-là, aucun réseau social, d'ailleurs, je me suis souvent fait critiquer pour ça par les jeunes, mais bon, c'est comme vous voulez, mais sinon. Par contre, j'avais mon action au prud'homme, j'ai bien travaillé, on va dire. Je pense aussi que les gens ne se rendent pas compte de l'importance que ça peut avoir. Moi, j'ai eu des cas au prud'homme où les employeurs sont arrivés avec des choses écrites sur les réseaux sociaux, ou des nus, et pour arriver à démolir les gens en face, quoi. Donc, de toute façon, moi, je suis plutôt pour la liberté toujours, mais comment penser le fait que, par exemple, l'anonymat est insupportable et qu'il y ait réellement, quand il y a des gens qui harcèlent d'autres, que ça puisse cesser, quoi. Mais le plus simple de cesser, c'est de ne pas être dessus. Mais enfin bon, ça on peut pas, c'est compliqué. Mais moi, je trouve ça, cette histoire de l'anonymat et des pseudonymes, moi, ça ne me va pas. Mais peut-être parce que je suis d'une autre génération et que je me rends pas bien compte. Mais c'est vrai qu'en même temps, quand on regarde les médias de Bolloré et autres, c'est effrayant. Tout ce qui est déversé comme poubelle, comme mensonge, la façon avec laquelle les journalistes d'aujourd'hui, c'est des vipères. Ils sont pas là pour faire parler des programmes, mais pour attaquer. Et moi, j'appelle pas ça de l'information. J'appelle ça, je sais pas comment on appelle ça. Je trouve, alors, il y a un proverbe grec, moi je suis moitié grecque, qui dit « tu prends l'un pour taper sur l'autre ». Je trouve que dans les télévisions officielles, des fois, c'est pas reluisant. Quand on voit un homme politique qui est condamné à la prison et qui passe au journal télévisé de TF1 pour venir raconter que la justice, c'est de la daube, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et après, on va aller accuser les réseaux sociaux, alors que les télévisions officielles, privées et publiques déversent n'importe quoi. Donc là, moi, j'ai du mal. C'est-à-dire, qui est le pire dans cette histoire ? Même question au sujet des IA. Vous les utilisez ou Alors moi, j'ai une attitude d'âne ou d'âneuse, comme on va dire. C'est-à-dire, je refuse totalement tout accès personnel à ChatGPT et à l'intelligence artificielle. Pour une raison simple, c'est que c'est du vol. En fait, ils disent l'intelligence artificielle est meilleure que les chercheurs. Non, ils ont tout volé aux chercheurs et aux penseurs et aux écrivains. Et puis, ils nous le recrachent. Mais c'est à nous, tout ça. Ça nous appartient. Et donc, je trouve que c'est une fumisterie parce qu'ils prétendent être meilleurs que les chercheurs, mais ils ne font que presser le jus de ce que les chercheurs ont fait. Donc moi, je trouve ça insupportable parce qu'ils sont protégés par les États-Unis et par maintenant l'Europe qui veut régresser sur les lois adoptées. Normalement, il y a du droit d'auteur. Ils devraient être obligés, quand ils utilisent nos travaux. Moi, quand je cite quelqu'un, je dis ça, ce que je dis, c'est monsieur machin qui l'a dit tel jour, ou c'est madame truc. Contrairement à mes amis, à plein de gens que je connais, qui disent « Ouais, ChatGPT, je sais pas quoi, j'avais un problème de cancer du sein, j'ai regardé, et tout était... » Je dis « Oui, tu serais allé sur le site de Curie ou de l'Institut Hartmann, et tout y est, les chercheurs parlent et racontent. » Et donc, moi, j'ai une attitude absolument négative. Déjà, Internet, c'est assez formidable, ça, je m'en sers beaucoup. Et je lis beaucoup, je lis énormément. Mais je trouve que l'imposture dans cette histoire, c'est ça. C'est de dire que ce truc-là est plus fort que les autres, alors que c'est juste des voleurs, des pilleurs du savoir des autres, dont ils ne rendront rien. Et donc, même à la limite, ils viendront dire que c'est eux qui ont inventé telle ou telle chose. Donc, pour moi, c'est non. Mais bon, c'est moi. Je pense que je suis totalement anachronique par rapport à plein de gens. Je vois mes amis qui sont... Moi, je suis plus professeure, parce qu'après 67 ans, on ne peut plus enseigner, ils ne veulent plus. Mais ils disent qu'ils ont rétabli les examens avec un papier et un crayon pour éviter que les gens recrachent du ChatGPT et qu'ils continuent à écrire et à utiliser leur cerveau. Si vous faites l'honneur un jour de venir chez moi, il y a des livres partout. Moi, je suis quelqu'un du livre. Et donc, j'aime beaucoup quand les gens viennent, lisent des livres, on peut échanger, on peut... se parler. Là, quand je suis rentrée, j'étais un peu étonnée en rentrant dans la médiathèque. Ça sent pas le livre. Je sais pas comment dire ça. Et alors, il y a beaucoup de livres j'ai vu aussi, qui sont des traductions de l'américain. Peut-être un peu beaucoup.
Mais moi, j'aime rentrer dans une librairie, que ça sente le livre, ça me rassure. Et je me dis que même si on a demain des fascistes au pouvoir, ce qui nous pend au nez, malheureusement, ils ne pourront pas brûler tous les livres. Ça tombe bien, on est dans une bibliothèque, donc vous l'avez dit. Est-ce que vous avez un souvenir, vous, particulier lié aux bibliothèques ? Oui, parce que moi, j'avais un papa qui écrivait des livres. Et donc, dans ma maison, petite fille, il y avait des livres partout. Et je me souviens, à un certain âge, puisque c'était une sorte d'affaire familiale, ma mère était un peu l'assistante de mon père. Et donc, elle l'aidait dans ses recherches, ses colloques, etc. Et puis moi, je servais des fois, parce qu'ils avaient monté une petite maison d'édition, pour emmener les livres à la poste ou pour aller les livrer à un libraire. Et puis un jour, moi, j'étais pas très bonne à l'école, parce que je sais pas, j'en avais pas envie. Mais j'aimais bien dessiner. Donc un jour, il faisait un que sais-je sur l'Italie, et c'est moi qui ai dessiné la carte de géographie. Et là, c'était une fierté immense. Je sais pas, j'étais pas très vieille, hein, j'avais 12 ans, 13 ans. Et donc, c'est peut-être mon plus beau souvenir. À ce moment-là aussi, un souvenir amusant, c'est une anecdote. Je lisais Les Trois Mousquetaires à l'heure du déjeuner. J'avais été déjà 2 fois vidée d'une école, donc j'étais dans une école à côté de la maison. Et puis, Porthos meurt dans le livre. Donc, j'arrive en classe et je pleure. Et le professeur, il me dit, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Je dis, Porthos est mort. Il meurt écrasé sous des pierres, c'est terrible. Et ça, c'est un souvenir, c'est comme si je l'avais vu mourir. Ouais, c'est probablement un de mes plus vieux souvenirs par rapport au livre. Alors on va terminer avec une question que l'on pose à tous nos invités. Vous avez déjà dit pas mal de choses, mais dans l'absolu, donc c'est vraiment ce que vous voulez. 3 choses que vous aimez et 3 choses que vous n'aimez pas. Que j'aime. Moi, j'aime les gens. Je dois dire que dans tous les métiers que j'ai faits, dans tout ce que je fais, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Donc ça serait la première chose peut-être que je pourrais dire. Et puis bon, j'aime les miens, mon fils, ma petite fille, c'est important pour moi. Et puis j'aime la mer, j'aime beaucoup la mer, peut-être mes origines méditerranéennes. Ce que j'aime pas, d'abord c'est cette régression sociale épouvantable. Des fois ça m'empêche de dormir. Quand on voit des reportages sur Gaza, ça m'empêche de dormir, de voir ces enfants massacrés. Autre chose que j'aime pas beaucoup, c'est cette tendance, et qui n'est pas que française, de se détourner de l'humain pour aller vers les animaux. Je vois des gens porter des chiens dans des porte-bébés et j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec ça parce que je me dis qu'à Paris, il y a des enfants qui vivent dans la rue, mais il y a des gens qui... Moi, j'ai vu des gens... être très en colère parce qu'il y avait des chevaux, des petits chevaux dans les parcs publics. Et d'ailleurs, ça a été interdit par la ville de Paris. Et je me dis, est-ce qu'ils mettent autant d'énergie à défendre les êtres humains plus que ça ? Et puis pour rigoler, en dernier, la seule chose que je n'aime pas, c'est manger des navets. Merci beaucoup. Merci à vous. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et chignon. Chandail et chignon. C'était pas très intéressant.